La vérité peut être dérangeante, brutale même, mais elle reste essentielle pour comprendre les lois immuables qui régissent notre monde. Dans les vastes étendues de la savane africaine, là où le soleil brûlant forge les caractères et où chaque journée peut être la dernière, deux mondes s'affrontent dans un ballet ancestral de survie et de pouvoir. D'un côté, les lions, majestueux souverains de ces terres arides, symboles de force et de noblesse. De l'autre, les babouins, créatures rusées et organisées, souvent sous-estimées mais redoutablement efficaces. Cette histoire n'est pas celle que vous attendez. Elle ne glorifie pas aveuglément les prédateurs, ni ne victimise les proies. Non, ce récit révèle une vérité bien plus complexe, celle où la hiérarchie naturelle peut être contestée, où les faibles s'unissent pour défier les puissants, et où même les rois de la jungle doivent affronter des adversaires qu'ils n'auraient jamais imaginés. Préparez-vous à découvrir comment une armée improbable de babouins a transformé une journée ordinaire en l'une des batailles les plus mémorables et déchirantes de la savane, remettant en question tout ce que nous croyions savoir sur la survie, le courage et l'instinct maternel. Avant de plonger dans cette histoire fascinante, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la lutte pour la survie dans la nature. Pensez-vous que ces récits peuvent nous apprendre quelque chose sur notre propre vie, sur nos propres batailles quotidiennes contre l'adversité? Et si ce contenu vous inspire, si ces histoires éveillent en vous une curiosité profonde pour les mystères de la nature, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de ces histoires captivantes qui nous rappellent à quel point la vie est à la fois fragile et extraordinairement résiliente. L'aube se levait sur le territoire de Makena, une lionne dont la réputation s'étendait bien au-delà des frontières de son clan. Son pelage doré brillait sous les premiers rayons du soleil, chaque muscle de son corps sculpté par des années de chasse et de survie dans ces terres impitoyables. Makena n'était pas simplement une chasseresse accomplie, elle était une mère dévouée, une protectrice féroce de ces trois lionceaux qui représentaient non seulement son héritage génétique, mais aussi l'avenir même de sa lignée. Ces petits, âgés de quelques mois à peine, découvraient le monde avec cette innocence touchante propre aux jeunes créatures qui ignorent encore les dangers mortels qui les entourent. Il s'appelait To, le plus audacieux des trois, dont les yeux ambrés pétillaient déjà d'une bravoure parfois téméraire, Amara, la seule femelle de la portée, observatrice et intelligente, capable de rester immobile pendant de longues minutes pour étudier le comportement des insectes et des oiseaux, et enfin Jabari, le plus petit mais aussi le plus affectueux, celui qui cherchait constamment la chaleur rassurante du ventre de sa mère. Le territoire que Makena défendait avec une détermination inflexible s'étendait sur plusieurs kilomètres carrés, un patchwork de hautes herbes dorées, d'acacias épineux dont les branches tordues offraient une ombre salvatrice pendant les heures les plus chaudes, et de points d'eau précieux où tous les animaux de la savane devaient fatalement converger. C'était un royaume en apparence paisible ce matin-là, bercé par le chant des oiseaux et le bruissement du vent dans les herbes sèches. Pourtant, Makena sentait dans son instinct de prédatrice qu'il y avait quelque chose d'inhabituel dans l'air. Ses narines frémissaient, captant des odeurs qu'elle ne parvenait pas encore à identifier clairement. Son ouïe fine percevait des sons lointains, des cris gutturaux qui ne présageaient rien de bon. Elle avait laissé ses lionceaux près d'un bosquet d'acacias, dans ce qu'elle pensait être un refuge sûr, pendant qu'elle partait en reconnaissance pour évaluer les mouvements des troupeaux d'herbivores qui constituaient l'essentiel de leur proie. Ce qu'elle ignorait, c'est que depuis plusieurs jours déjà, un autre groupe observait son territoire avec un intérêt croissant. Non loin de là, perché dans les branches robustes des grands arbres qui bordaient la rivière asséchée, une troupe de babouins avait établi son campement. Ces primates, souvent décrits comme des opportunistes bruyants et chahuteurs, étaient en réalité bien plus que cela. Sous la direction de Kobu, un mâle dominant dont la carrure imposante et la crinière grisonnante témoignaient de nombreuses années de combat et de survie, cette troupe d'une quarantaine d'individus fonctionnait comme une véritable armée organisée. Kobu n'était pas un chef par hasard. Il avait conquis sa position à force de stratégie, d'intelligence tactique et d'une compréhension profonde des dynamiques sociales qui régissaient son groupe. Ses yeux perçants, constamment en mouvement, analysaient chaque détail de leur environnement. Il avait remarqué les allées et venues de Makena, étudié ses habitudes de chasse, identifié les moments de vulnérabilité dans sa routine quotidienne. Les babouins de Kobu n'étaient pas simplement des omnivores opportunistes se contentant de fruits, de racines et d'insectes. Dans les périodes de disette, quand la savane devenait particulièrement hostile et que les ressources se raréfiaient, ils n'hésitaient pas à chasser activement de petites proies. Mais ce qui rendait cette troupe particulièrement redoutable, c'était leur capacité à travailler en coordination, à communiquer par des cris spécifiques, à élaborer des stratégies de groupe qui déjouaient même les prédateurs les plus expérimentés. Kobu avait survécu à des attaques de léopards, à des confrontations avec des hyènes, et il avait appris que dans la savane, ce n'était pas toujours le plus fort individuellement qui survivait, mais celui qui savait mobiliser l'intelligence collective. Ce matin fatidique, alors que Makena s'éloignait pour sa patrouille matinale, Kobu avait pris une décision qui allait transformer cette journée ordinaire en une épopée sanglante. Il avait repéré les lionceaux, vulnérables et seuls, jouant innocemment à l'ombre des acacias. Dans l'esprit calculateur du vieux babouin, ces jeunes félins représentaient à la fois une menace future pour sa troupe, des prédateurs en devenir qui, une fois adultes, chasseraient peut-être les membres les plus faibles de son groupe, et aussi une opportunité.
Une opportunité d'affirmer la domination de sa troupe sur ce territoire, de montrer aux autres prédateurs que les babouins n'étaient pas des proies faciles, et peut-être même, dans sa logique primitive mais efficace, d'éliminer des concurrents avant qu'ils ne deviennent dangereux. Avec une série de grognements gutturaux et de gestes précis, Kobu mobilisa son armée. Les babouins descendirent de leur perchoir avec une coordination impressionnante, formant instinctivement des rangs qui témoignaient d'années de cohabitation et de défense commune. Les mâles adultes, muscles bandés et canines impressionnantes exposées dans des grimaces menaçantes, prirent position en première ligne. Les femelles, dont certaines portaient encore des petits accrochés à leur ventre, se positionnèrent en soutien, prêtes à intervenir si nécessaire. Même les jeunes babouins, trop inexpérimentés pour combattre, participaient à leur manière, créant un vacarme assourdissant destiné à désorienter et à intimider l'ennemi. L'approche des babouins fut méthodique et terrifiante dans son efficacité. Ils ne se précipitèrent pas aveuglément vers leur objectif. Non, ils progressèrent par vagues successives, testant d'abord les réactions des lionceaux, évaluant leur capacité de défense. To, le plus courageux des trois, fut le premier à percevoir le danger. Ses oreilles se dressèrent brusquement, captant les cris stridents qui se rapprochaient. Instinctivement, il adopta la posture que sa mère lui avait enseignée, se ramassant sur lui-même, sortant ses petits griffes encore inefficaces, tentant d'émettre un grognement qui se voulait menaçant mais qui ressemblait davantage au miaulement plaintif d'un chaton effrayé. Amara, plus prudente, chercha immédiatement refuge derrière son frère, ses yeux écarquillés fixant l'armée qui émergeait des hautes herbes. Jabari, le plus petit, se mit à gémir doucement, appelant sa mère d'une voix désespérée qui se perdait dans le tumulte grandissant. Quand les premiers babouins émergèrent complètement à découvert, le spectacle était à la fois fascinant et terrifiant. Ils étaient des dizaines, bondissant avec une agilité surprenante pour des créatures de leur taille, leur corps puissant propulsé par des pattes musclées, leurs mâchoires claquant dans le vide dans une démonstration d'agressivité pure. Kobu menait la charge, son regard fixé sur les lionceaux avec une détermination qui ne laissait aucun doute sur ses intentions. Les jeunes félins, malgré leur instinct de survie et le courage dont la nature les avait dotés, étaient complètement dépassés. To tenta une charge désespérée, bondissant vers le babouin le plus proche avec toute la férocité que pouvait rassembler son petit corps, mais il fut instantanément repoussé par un coup de patte puissant qui l'envoya rouler dans la poussière. Amara essaya de fuir, ses pattes arrière propulsant son corps en direction des buissons les plus proches, mais deux femelles babouins lui coupèrent la route, la forçant à reculer vers ses frères. C'est à ce moment précis, alors que la situation semblait désespérée pour les lionceaux, que résonna à travers la savane un rugissement qui figea momentanément tous les participants de cette bataille naissante. Makena avait entendu les cris de détresse de ses petits. L'instinct maternel, cette force primordiale qui transcende même la peur de la mort, l'avait propulsée en un sprint fulgurant vers le bosquet d'acacia. Quand elle émergea des hautes herbes, la scène qu'elle découvrit fit bouillir son sang de rage pure. Ses lionceaux, son précieux héritage, étaient encerclés par une marée de corps poilus et menaçants. Sans la moindre hésitation, sans prendre le temps d'évaluer le danger ou de calculer ses chances, Makena se lança dans la mêlée avec une furie dévastatrice. Les premières secondes de son intervention furent spectaculaires. Son corps de 150 kg de muscles et de griffes entra en collision avec les rangs des babouins comme un météore. Le premier primate qu'elle percuta fut littéralement projeté à plusieurs mètres, ses côtes brisées par l'impact. Ses griffes, affûtées comme des rasoirs, déchirèrent la chair d'un deuxième babouin qui commit l'erreur de se mettre sur son chemin. Ses mâchoires se refermèrent sur le cou d'un troisième avec une force capable de broyer des os. Pendant quelques instants, il sembla que la simple présence de cette lionne enragée suffirait à disperser l'armée de Kobu. Plusieurs babouins reculèrent effectivement, impressionnés par la violence de cette contre-attaque. Mais Kobu n'était pas devenu le chef de sa troupe en abandonnant au premier obstacle. Avec des cris perçants, il rallia ses troupes, leur rappelant par sa simple présence inébranlable qu'ils avaient l'avantage du nombre. Ce qui suivit fut une bataille d'une intensité rarement observée dans la nature. Makena se battait avec l'énergie du désespoir, pivotant constamment pour protéger ses lionceaux qui s'étaient recroquevillés derrière elle, griffant et mordant tout ce qui s'approchait trop près. Mais pour chaque babouin qu'elle blessait ou repoussait, deux autres prenaient sa place. Ils avaient compris sa stratégie et adaptaient la leur en conséquence. Certains l'attaquaient de front, la forçant à se défendre, pendant que d'autres tentaient de contourner ses défenses pour atteindre les lionceaux. C'était une tactique épuisante pour Makena, qui devait simultanément combattre et surveiller ses petits, dépensant son énergie à un rythme insoutenable. Les babouins utilisaient toutes les armes à leur disposition. Leurs canines, longues de plusieurs centimètres, infligeaient des morsures profondes qui commençaient à couvrir le pelage de Makena de traces sanglantes. Leurs griffes, bien que moins impressionnantes que celles d'un félin, lacéraient sa peau à chaque prise. Leur poids combiné, lorsque plusieurs d'entre eux parvenaient à s'accrocher simultanément à son corps, la ralentissait considérablement.
Mais le plus éprouvant pour la lionne n'était pas la douleur physique, c'était l'épuisement mental de devoir constamment anticiper les mouvements de dizaines d'adversaires simultanément, de devoir choisir en une fraction de seconde quelle menace prioriser, sachant que chaque mauvais choix pouvait coûter la vie à l'un de ces lionceaux. To, malgré sa jeunesse et sa taille réduite, refusait de rester passif. Voyant sa mère lutter désespérément, il émergea de derrière elle et se jeta de nouveau dans la bataille avec une bravoure qui aurait rendu fier n'importe quel lion adulte. Ses petites griffes, bien qu'inefficaces pour causer des dommages sérieux, réussirent néanmoins à surprendre un jeune babouin qui s'était aventuré trop près. Amara, inspiré par le courage de son frère, fit de même, mordant la queue d'une femelle babouin avec assez de force pour arracher un cri de douleur. Même Jabari, terrifié mais loyal envers sa famille, tenta de contribuer en feulant et en griffant l'air, créant assez de distraction pour que sa mère puisse repousser une nouvelle vague d'attaquants. Kobu observait la bataille avec un mélange de frustration et de respect. Cette lionne se battait avec une détermination qu'il n'avait que rarement rencontrée. Chaque fois qu'un de ses babouins parvenait à s'approcher dangereusement des lionceaux, elle trouvait miraculeusement l'énergie pour intervenir, repoussant l'attaquant avec une violence renouvelée. Le vieux babouin comprenait qu'il ne s'agissait pas simplement d'un combat territorial ou d'une chasse ordinaire. C'était une bataille existentielle, une mère défendant ses petits avec la certitude qu'elle préférerait mourir plutôt que de les abandonner. Cette réalisation déclencha en lui une réflexion primitive mais puissante. Était-ce vraiment le combat qu'il voulait mener? Le prix à payer, en termes de membres de sa troupe blessés ou tués, valait-il vraiment l'objectif initial? Mais avant que Kobu ne puisse prendre une décision définitive, un événement inattendu transforma complètement la dynamique de l'affrontement. Du sud, émergeant comme des ombres massives à travers les herbes ondulantes, apparurent 3 silhouettes qui firent instantanément cesser les combats. C'étaient des lions mâles, probablement des membres du clan de Makena ou peut-être des nomades attirés par le vacarme de la bataille. Leur simple présence, même à plusieurs centaines de mètres, changeait radicalement l'équilibre des forces. Les babouins, aussi courageux et organisés fussent-ils, savaient qu'affronter plusieurs lions adultes était une proposition suicidaire. Même avec l'avantage du nombre, même avec leur coordination tactique, ils n'avaient aucune chance de survivre à une confrontation avec une coalition de mâles adultes en furie. Kobu émit un cri strident et particulier, un signal d'urgence que tous les membres de sa troupe comprenaient instinctivement. La retraite fut presque aussi coordonnée que l'attaque l'avait été. En quelques secondes, les babouins se désengagèrent du combat, bondissant vers les arbres les plus proches avec une agilité impressionnante, leur corps disparaissant rapidement dans le feuillage protecteur. Certains emportaient avec eux des membres blessés, d'autres laissaient derrière eux des traînées de sang, témoignage silencieux de la violence de l'affrontement. Kobu fut le dernier à battre en retraite, lançant un dernier regard vers Makena et ses lionceaux, un regard complexe qui mêlait défi, respect et peut-être une once de regret pour avoir déclenché cette bataille coûteuse. Makena s'effondra littéralement quand les babouins disparurent. Son corps, couvert de morsures et de griffures, tremblait d'épuisement et d'adrénaline résiduelle. Chaque respiration était douloureuse, ses muscles protestaient violemment après l'effort surhumain qu'elle avait fourni. Mais malgré la douleur, malgré l'épuisement, son premier réflexe fut de se tourner vers ses lionceaux. To boitait légèrement, une morsure superficielle sur sa patte arrière, mais ses yeux brillaient toujours de cette bravoure indomptable. Amara avait quelques égratignures sur son museau, mais semblait plus choqué que blessé gravement. Jabari, miraculeusement, était le moins touché physiquement, bien que visiblement traumatisé par l'expérience. Makena les lécha un par un, son instinct maternel reprenant le dessus malgré ses propres blessures, vérifiant chaque centimètre de leur corps pour s'assurer qu'ils survivraient à cette épreuve. Les lions mâles qui avaient involontairement sauvé la situation s'approchèrent prudemment. L'un d'eux, un magnifique spécimen dont la crinière sombre encadrait un visage marqué par de nombreuses cicatrices, renifla l'air, analysant les odeurs de sang et de combat qui imprégnaient encore l'atmosphère. Son regard se posa sur Makena avec un mélange de curiosité et de respect. Il pouvait lire sur son corps meurtri l'histoire de la bataille qu'elle venait de livrer, et dans ses yeux épuisés mais déterminés, il reconnaissait la marque d'une guerrière qui ne s'était jamais rendue. Les autres mâles firent le tour du champ de bataille, reniflant les traces laissées par les babouins, examinant les corps de ceux qui n'avaient pas survécu à la fureur de Makena. C'était un spectacle inhabituel, et leur langage corporel trahissait une certaine surprise face à l'ampleur de l'affrontement. Dans les heures qui suivirent, alors que le soleil montait vers son zénith et que la chaleur devenait accablante, Makena guida ses lionceaux vers un point d'eau qu'elle connaissait, un endroit plus caché et plus facile à défendre. Chaque pas était une torture pour son corps blessé, mais elle refusait de montrer sa faiblesse devant ses petits. Les lions mâles les suivirent à distance respectueuse, une présence rassurante qui garantissait qu'aucun autre prédateur n'oserait s'approcher. To marchait fièrement malgré sa blessure, bombant son petit poitrail comme s'il était lui-même un guerrier victorieux. Amara restait collé au flanc de sa mère, ses yeux constamment en mouvement, scannant l'environnement avec une vigilance nouvelle née de leur récente épreuve.
Jabari traînait légèrement derrière, encore secoué mais déterminé à suivre sa famille coûte que coûte. Pendant ce temps, dans les arbres éloignés où la troupe de Kobu s'était réfugiée, une toute autre atmosphère régnait. Les babouins léchaient leurs blessures, certaines superficielles, d'autres plus graves. 3 membres de la troupe avaient péri sous les griffes et les crocs de Makena, leur corps abandonné sur le champ de bataille, une perte significative pour un groupe qui comptait sur chaque membre pour sa survie collective. D'autres souffraient de fractures, de morsures profondes qui risquaient de s'infecter dans la chaleur de la savane. Kobu lui-même arborait une longue griffure sur son flanc, un souvenir permanent de cette bataille qu'il n'oublierait jamais. Mais au-delà des blessures physiques, c'était le moral de la troupe qui avait pris le coup le plus dur. Ils avaient attaqué avec confiance, convaincus que leur nombre et leur stratégie leur garantiraient une victoire facile, et ils avaient été repoussés, humiliés même, par une seule lionne et ses lionceaux. Les jours suivants furent une période de guérison et de réflexion pour tous les protagonistes de cette bataille mémorable. Makena récupérait lentement, son corps de prédatrice adapté pour guérir rapidement des blessures. Ses lionceaux, résilients comme seuls peuvent l'être les jeunes animaux, retrouvèrent rapidement leur énergie et leur espièglerie, bien que quelque chose ait fondamentalement changé en eux. Ils avaient vu le vrai visage de la savane, compris que même avec une mère aussi puissante et protectrice, leur survie n'était jamais garantie. Cette prise de conscience se manifestait dans leur comportement modifié. To, bien que toujours courageux, faisait désormais preuve de plus de prudence, évaluant les situations avant de se lancer tête baissée. Amara était devenue encore plus observatrice, passant de longues heures à étudier les mouvements des autres animaux, apprenant à identifier les menaces potentielles bien avant qu'elles ne se matérialisent. Jabari, malgré sa nature affectueuse, développait une vigilance constante, ses oreilles toujours dressées, prêtes à capter le moindre son suspect. L'histoire de la bataille entre Makena et l'armée de babouins se répandit à travers la savane comme un feu de brousse. Les autres animaux, témoins indirects à travers les traces laissées sur le sol et les récits transmis par les innombrables observateurs zélés de la plaine, parlaient avec un mélange d'incrédulité et de respect de cette lionne qui avait tenu tête à une armée entière. Les hyènes, éternelles rivales des lions, discutaient entre elles de cette bataille avec une fascination morbide, essayant de comprendre comment les babouins avaient osé défier directement un prédateur apex. Les guépards, ces sprinteurs élégants mais vulnérables, y voyaient une confirmation de leur propre stratégie d'évitement plutôt que de confrontation. Même les éléphants, géants paisibles de la savane habituellement indifférents aux querelles des carnivores, avaient pris note de cet événement inhabituel. Pour Kobu et sa troupe, la défaite avait des répercussions profondes sur leur dynamique sociale. Plusieurs jeunes mâles, ambitieux et stimulés par le chaos post-bataille, commencèrent à contester subtilement l'autorité du vieux chef. Ils murmuraient entre eux que sa décision d'attaquer les lionceaux avait été une erreur stratégique coûteuse, que les pertes subies n'en valaient pas le prix. Kobu, conscient de ces rébellions naissantes, devait constamment réaffirmer sa position, non plus seulement par la force physique mais aussi par la sagesse acquise au cours de ses nombreuses années de leadership. Il organisa plusieurs expéditions de chasse réussies, ramenant suffisamment de nourriture pour que tous les membres de la troupe mangent à leur faim, démontrant ainsi que malgré la défaite récente, il restait capable de garantir la survie du groupe. Mais quelque chose d'inattendu commença à se produire dans les semaines qui suivirent. Une forme de respect mutuel, étrange et non verbalisé, sembla s'établir entre Makena et Kobu. Ils se croisaient parfois, à distance, près des points d'eau ou dans les zones de transition entre leurs territoires respectifs. Chaque fois, ils s'observaient longuement, évaluant l'autre avec une compréhension nouvelle. Kobu voyait en Makena non plus simplement une rivale à éliminer mais une adversaire digne de respect, une mère dont la détermination et le courage dépassaient tout ce qu'il avait imaginé. Makena, de son côté, reconnaissait en Kobu un stratège dangereux, un chef capable de mobiliser et de diriger une force collective redoutable, un adversaire qu'elle ne pourrait jamais se permettre de sous-estimer. Cette détente relative permit à To, Amara et Jabari de grandir dans un environnement légèrement plus stable. Ils passaient leur journée à apprendre les compétences essentielles à leur survie future. Makena leur enseignait l'art de la chasse avec une patience infinie, commençant par des exercices simples comme traquer des lézards et des insectes, puis progressant graduellement vers des proies plus grandes et plus rapides. Elle leur montrait comment lire les traces laissées dans le sable et la terre, comment interpréter la direction du vent pour s'approcher d'une proie sans être détecté, comment coordonner leurs mouvements lors d'une chasse en groupe. To excellait dans les aspects physiques de la chasse, sa force et son courage naturel compensant son manque relatif de subtilité. Amara, comme on pouvait s'y attendre, maîtrisait rapidement les aspects stratégiques, comprenant instinctivement comment anticiper les mouvements d'une proie, ou se positionner pour maximiser les chances de succès. Jabari, bien que plus petit, développait une spécialité dans la patience et l'endurance, capable de rester immobile pendant des heures si nécessaire, attendant le moment parfait pour frapper. Les lions mâles qui avaient sauvé involontairement la situation ce jour fatidique devinrent une présence plus constante dans la vie de Makena et de ses lionceaux. Le mâle à la crinière sombre, que les autres animaux appelaient Tamba,
signifiant espoir en langue locale, développa un intérêt particulier pour la famille de Makena. Ce n'était pas simplement une attirance reproductive, bien que cela fasse certainement partie de ses motivations primaires. Tamba reconnaissait en Makena les qualités d'une partenaire idéale pour établir une coalition forte et durable. Sa capacité de combat démontrée lors de la bataille contre les babouins, son instinct maternel puissant, son intelligence tactique, tout cela faisait d'elle une alliée précieuse pour n'importe quel mâle cherchant à établir sa domination sur un territoire. Les interactions entre Tamba et les lionceaux étaient fascinantes à observer. To, toujours le plus audacieux, testait constamment les limites du grand mâle, bondissant sur sa queue, mordillant ses oreilles, défiant ce géant qui aurait pu l'écraser d'un simple coup de patte. Mais Tamba montrait une patience remarquable, tolérant ses provocations enfantines avec une indulgence presque paternelle. Il comprenait que ces jeux brutaux étaient en réalité des leçons de survie déguisées, que chaque morsure testée, chaque charge miniature, chaque grognement imité développait les compétences que To utiliserait un jour pour se battre contre de vrais adversaires. Amara approchait Tamba différemment, avec plus de prudence et de curiosité intellectuelle, l'étudiant de loin avant de s'approcher, apprenant à lire son langage corporel, à comprendre ses humeurs et ses tolérances. Jabari, fidèle à sa nature affectueuse, cherchait simplement la chaleur et la sécurité qu'offrait la présence de ce protecteur massif, se pelotonnant souvent contre son flanc pendant les heures chaudes de l'après-midi. Pendant ce temps, dans la hiérarchie complexe de la troupe de babouins, Kobu faisait face à son défi le plus sérieux depuis des années. Un jeune mâle nommé Zubri, dont le nom signifiait ironiquement fort, avait réussi à rassembler un groupe de supporters parmi les babouins mécontents. Zubri argumentait avec une éloquence surprenante pour un primate que le leadership de Kobu était devenu obsolète, que ses décisions mettaient en danger la troupe, que la désastreuse confrontation avec Makena était la preuve qu'il était temps de changer de direction. Les tensions montaient progressivement, chaque jour apportant de nouvelles escarmouches verbales, de nouvelles démonstrations de force, de nouveaux défis à l'autorité établie. Kobu savait qu'un affrontement physique direct était inévitable, et il s'y préparait mentalement et physiquement, conscient qu'à son âge, chaque combat pouvait potentiellement être le dernier. L'affrontement entre Kobu et Zubri eut lieu un matin où la tension dans la troupe avait atteint son point de rupture. Les deux mâles se firent face au centre d'un cercle formé par les autres babouins, tous silencieux, tous conscients qu'il assistait à un moment décisif qui déterminerait l'avenir de leur groupe. Zubri était plus jeune, plus rapide, son corps débordant d'énergie et de muscles noueux. Mais Kobu possédait l'expérience, la connaissance intime de chaque technique de combat, de chaque feinte, de chaque contre-attaque. Le combat fut brutal et rapide. Les deux mâles se lancèrent l'un contre l'autre avec une violence explosive, leurs canines cherchant les points vitaux, leurs griffes déchirant la chair, leur corps massif entrant en collision dans un bruit sourd qui résonnait à travers la savane. Pendant plusieurs minutes d'une intensité insoutenable, l'issue du combat resta incertaine. Zubri parvint à mordre profondément l'épaule de Kobu, arrachant un cri de douleur au vieux chef. Le sang coulait abondamment, tachant son pelage grisonnant. Mais au moment où Zubri crut avoir pris l'avantage décisif, Kobu utilisa une technique qu'il avait perfectionnée au cours de décennies de combat. Il feignit une faiblesse, laissant son adversaire s'approcher avec confiance excessive, puis dans un mouvement d'une rapidité surprenante pour son âge, il pivota et referma ses mâchoires sur la gorge de Zubri. Ce n'était pas une morsure destinée à tuer, mais à soumettre, à démontrer de manière incontestable qui restait le dominant. Zubri se figea, comprenant instantanément qu'un seul mouvement supplémentaire de Kobu pourrait lui être fatal. Il émit un cri de soumission, reconnaissant sa défaite devant toute la troupe. Kobu le relâcha lentement, permettant au jeune mâle de battre en retraite, humilié mais vivant. Le message était clair pour tous les babouins présents. Le vieux chef avait peut-être commis des erreurs, mais il possédait encore la force et la sagesse nécessaires pour diriger. Les jours suivants virent une réaffirmation de l'ordre hiérarchique, avec Zubri et ses supporters acceptant à contre-cœur leur place dans la structure sociale. Mais Kobu savait que cette victoire n'était que temporaire. Dans la nature, aucun leader ne règne éternellement. Tôt ou tard, l'âge, les blessures accumulées ou simplement un adversaire plus fort finirait par le détrôner. Cette réalisation ne l'attristait pas particulièrement. C'était simplement l'ordre naturel des choses, le cycle éternel de domination et de succession qui garantissait que seuls les plus aptes dirigeaient et transmettaient leurs gènes. Les mois passèrent, transformant lentement les lionceaux de Makena en jeunes lions capables et confiants. To, maintenant adolescent, arborait le début d'une crinière qui promettait d'être aussi impressionnante que celle de Tamba. Sa taille et sa force avaient considérablement augmenté, et il commençait à participer activement aux chasses, non plus comme un observateur en apprentissage, mais comme un contributeur réel au succès de la troupe. Ses techniques manquaient encore de raffinement, et il échouait souvent dans ses tentatives de mise à mort, mais son courage et sa détermination compensaient largement son manque d'expérience. Amara était devenue une chasseuse exceptionnellement douée, sa stratégie naturelle et sa patience se combinant pour faire d'elle l'un des membres les plus efficaces du groupe lors des tracks complexes.
Elle avait développé une spécialité dans la chasse aux antilopes, ces créatures rapides et nerveuses qui nécessitaient une approche méthodique et intelligente. Jabari, toujours le plus petit des trois, avait néanmoins trouvé sa place dans la famille. Sa loyauté inébranlable et sa capacité à maintenir la cohésion du groupe pendant les moments difficiles faisaient de lui un élément essentiel malgré ses limitations physiques relatives. Makena observait la croissance de ses petits avec un mélange de fierté maternelle et de mélancolie anticipée. Elle savait que bientôt, très bientôt selon les standards de la savane, il deviendrait indépendant, particulièrement Toki, comme tous les jeunes mâles, serait éventuellement forcé de quitter le groupe pour établir son propre territoire ou rejoindre une coalition de mâles nomades. Cette séparation future était inévitable, inscrite dans l'ADN même de leur espèce, mais cela ne rendait pas la perspective moins douloureuse pour une mère qui avait risqué sa vie pour protéger ses créatures depuis leur naissance. Elle profitait de chaque moment avec eux, leur transmettant les dernières leçons cruciales, les derniers secrets de survie qu'elle avait accumulés au cours de ses années d'existence. Un jour, près d'un an après la bataille mémorable qui avait marqué leur vie à jamais, Makena et ses lionceaux se trouvaient près du même bosquet d'acacias où l'affrontement avec les babouins avait eu lieu. Le site portait encore les traces de cette journée violente, des os blanchis par le soleil, des branches brisées jamais complètement réparées par la nature, une aura particulière que seuls les animaux pouvaient percevoir. To s'était éloigné légèrement pour chasser un lièvre, pratiquant ses techniques de traque, quand soudain, émergeant des hautes herbes avec cette familiarité qui vient de territoires longtemps partagés, apparut Kobu. Le vieux babouin avait vieilli visiblement depuis leur dernière confrontation. Son pelage était plus gris, ses mouvements légèrement plus lents, mais ses yeux conservaient cette intelligence aiguisée qui avait toujours été sa marque distinctive. Il s'arrêta à une distance respectueuse de Makena, ne montrant aucun signe d'agressivité. La lionne se redressa immédiatement, ses muscles se tendant instinctivement, prête à défendre sa famille une fois de plus si nécessaire. Mais quelque chose dans le langage corporel de Kobu lui fit comprendre qu'il n'était pas venu pour se battre. Les deux adversaires d'antan restèrent immobiles, se regardant à travers l'espace qui les séparait, communiquant dans ce langage silencieux que seules les créatures qui ont partagé une expérience intense peuvent comprendre. Amara et Jabari observaient la scène avec fascination, reconnaissant instinctivement ce babouin comme celui qui avait mené l'attaque des mois auparavant. Mais ils ne percevaient aucune hostilité dans l'air ce jour-là, seulement une sorte de reconnaissance mutuelle, un respect né du combat et de la survie partagée. To, revenant de sa chasse infructueuse, se figea en voyant Kobu, son corps se ramassant automatiquement en position d'attaque. Mais un grognement bas de Makena le stoppa net. Le jeune lion regarda sa mère avec confusion, ne comprenant pas pourquoi elle ne donnait pas l'ordre d'attaquer cet ennemi reconnu. Kobu émit un son guttural étrange, différent de ses cris de guerre habituels, quelque chose qui ressemblait presque à une forme de salutation. Puis, lentement, délibérément, il se détourna et commença à s'éloigner, jetant un dernier regard par-dessus son épaule avant de disparaître dans les herbes hautes. Makena le regarda partir sans faire un mouvement pour le poursuivre. Ses lionceaux la regardaient avec perplexité, essayant de comprendre cette interaction étrange. Comment leur mère pouvait-elle laisser partir sans riposte celui qui avait tenté de les tuer? Makena ne pouvait pas leur expliquer avec des mots ce qu'elle ressentait, mais dans son cœur de prédatrice, elle comprenait quelque chose de fondamental sur la nature de leur monde. La survie dans la savane n'était pas une question simple de bien et de mal, de héros et de méchants. Kobu n'avait pas agi par méchanceté pure quand il avait attaqué ses lionceaux. Il avait agi selon sa propre logique de survie, protégeant sa troupe de menaces futures potentielles, cherchant des opportunités pour renforcer sa position dans cet environnement impitoyable. Elle-même n'était pas une héroïne noble dans un conte de fées, simplement une mère suivant les impératifs biologiques les plus fondamentaux. Ils étaient tous deux des survivants, utilisant les outils et les stratégies que la nature leur avait donnés pour naviguer dans un monde qui ne pardonnait jamais les erreurs. Cette compréhension ne les rendait pas amis, mais elle créait entre eux un lien particulier, celui de deux guerriers qui s'étaient affrontés à leur maximum et avaient tous deux survécu pour raconter l'histoire. Les saisons continuèrent leur rotation immuable. Les pluies vinrent, transformant temporairement la savane desséchée en une mer d'herbes vertes et luxuriantes, attirant les troupeaux d'herbivores qui, à leur tour, attiraient les prédateurs. Puis la sécheresse revint, durcissant la terre, asséchant les points d'eau, forçant tous les animaux à se concentrer autour des ressources qui diminuaient rapidement. Makena et ses lionceaux naviguaient à travers ces cycles avec l'assurance qui vient de l'expérience et de l'entraînement. Tamba était devenu un membre permanent de leur groupe, établissant officiellement son territoire et sa domination, formant avec Makena un partenariat qui garantissait protection et stabilité pour toute la famille. To approchait maintenant de l'âge où les jeunes mâles devaient traditionnellement quitter leur groupe natal. Makena pouvait voir les signes de cette transition imminente dans son comportement changeant. Il passait plus de temps seul, explorant les limites du territoire familial, testant ses capacités en solo, développant l'indépendance qui lui serait essentielle dans sa vie future. Un matin, alors que l'aube peignait le ciel de nuances roses et orangées,
To prit une décision qui avait mûri en lui pendant des semaines. Il se leva de l'endroit où la famille dormait habituellement, regarda longuement sa mère, sa sœur et son frère, puis commença à marcher vers le nord, vers les territoires inconnus qui s'étendaient au-delà de l'horizon. Makena le regarda partir, son cœur maternel se serrant douloureusement dans sa poitrine. Chaque fibre de son être voulait le rappeler. Le garder près d'elle, où elle pourrait continuer à le protéger. Mais elle savait que le retenir serait contraire aux lois fondamentales de leur espèce. Les jeunes mâles devaient partir, trouver leur propre chemin, établir leur propre territoire, perpétuer le cycle de la vie dans de nouvelles régions. C'était ainsi que les lions avaient survécu pendant des millénaires, c'était ainsi qu'ils continueraient à survivre. Amara et Jabari regardaient aussi leurs frères s'éloigner, ressentant probablement la même confusion de sentiments, tristesse de le voir partir mais compréhension instinctive que c'était nécessaire et juste. To marcha pendant des heures, puis des jours, traversant des territoires qu'il n'avait jamais vus, rencontrant d'autres lions, d'autres prédateurs, d'autres défis. Son voyage le mena loin de la région de sa naissance, à travers des paysages variés où il dut apprendre à chasser dans des conditions différentes, à naviguer dans des hiérarchies sociales complexes, à survivre sans le filet de sécurité de sa famille. Certains jours étaient difficiles, marqués par la faim, les blessures, la solitude écrasante. D'autres jours apportaient des victoires, des chasses réussies, des rencontres avec d'autres jeunes mâles avec lesquels il pourrait potentiellement former une coalition. À travers toutes ces expériences, les leçons que sa mère lui avait enseignées, les compétences développées pendant son enfance dans ce territoire façonné par le conflit avec les babouins, tout cela le servait bien. Amara et Jabari restèrent avec Makena, formant le cœur d'un nouveau groupe de chasse qui incluait maintenant d'autres lionnes du clan élargi. Amara devint rapidement l'une des chasseresses les plus respectées, sa réputation se construisant sur une série de chasses spectaculairement réussies où sa stratégie et sa patience faisaient la différence entre le succès et l'échec. Jabari, bien que jamais le plus dominant physiquement, trouvait son rôle comme un médiateur social essentiel, celui qui maintenait la paix entre les différents membres du groupe, qui prenait soin des lionceaux des autres lionnes, qui assurait que la cohésion sociale restait forte même pendant les périodes de stress. Kobu aussi vieillissait, et avec l'âge venait une transformation de ses priorités. Il passait moins de temps à affirmer agressivement sa domination et plus de temps à transmettre son savoir aux jeunes babouins de sa troupe. Il leur enseignait les stratégies de survie qu'il avait perfectionnées au cours de sa longue vie, comment identifier les menaces avant qu'elles ne deviennent létales, comment coordonner les efforts de groupe pour maximiser l'efficacité, comment choisir les batailles qui valaient la peine d'être menées et celles qu'il était plus sage d'éviter. La cicatrice qu'il portait depuis son combat avec Makena était devenue une marque de distinction, un témoignage visible de son courage et de sa volonté de risquer sa propre vie pour le bien de sa troupe. Zubri, le jeune mâle qui avait autrefois défié Kobu, avait mûri considérablement depuis leur affrontement. Au lieu de continuer à comploter contre le vieux chef, il était devenu son lieutenant le plus loyal, apprenant tout ce que Kobu pouvait lui enseigner, se préparant pour le jour inévitable où il devrait prendre la relève du leadership. La relation entre les deux mâles s'était transformée en quelque chose de plus complexe qu'une simple hiérarchie de domination. C'était devenu un mentorat, une transmission de connaissances et d'expériences de génération en génération, garantissant que la sagesse durement acquise ne serait pas perdue quand Kobu ne serait plus là pour guider la troupe. 2 années complètes passèrent depuis la bataille qui avait marqué le début de cette histoire. La savane avait été témoin de nombreux autres conflits, d'autres drames de survie, d'autres histoires de courage et de désespoir. Mais pour ceux qui avaient vécu directement les événements de ce jour fatidique, l'expérience restait gravée profondément dans leur psyché. Un après-midi, alors que le soleil descendait lentement vers l'horizon, peignant le ciel de couleurs spectaculaires, Makena se trouvait au même point d'eau où elle avait emmené ses lionceaux blessés après la bataille. Elle était seule, ayant laissé Amara et Jabari chasser plus loin. Son corps portait maintenant de nouvelles cicatrices, témoignage d'autres batailles, d'autres défis surmontés, mais elle restait forte, dominante, une présence respectée dans toute la région. Au loin, elle aperçut une silhouette familière approchant du point d'eau de l'autre côté. C'était Kobu, maintenant clairement vieux, son pelage presque entièrement gris, ses mouvements raides et prudents. Il s'arrêta au bord de l'eau, à une distance considérable de Makena, et commença à boire, ses yeux constamment en mouvement, surveillant toujours les menaces potentielles même dans ce moment de vulnérabilité. Makena le regarda pendant un long moment, revivant mentalement leur histoire partagée, la violence de leur affrontement, le respect mutuel qui en avait émergé, la compréhension tacite qu'ils avaient développée au fil du temps. Lentement, délibérément, elle se leva et commença à s'éloigner du point d'eau, laissant Kobu boire en paix sans l'attention de sa présence proche. C'était un geste petit mais significatif, une reconnaissance que dans ce moment, en ce lieu, ils n'étaient pas ennemis mais simplement deux créatures vieillissantes partageant temporairement la même ressource vitale. Kobu la regarda partir, ses yeux anciens et sages comprenant parfaitement la signification de son geste. Il émit un son bas, presque inaudible à cette distance, mais que Makena perçut néanmoins. C'était un remerciement, une reconnaissance, un au revoir peut-être.
Les mois suivants apportèrent des changements significatifs pour les deux protagonistes de notre histoire. Kobu, affaibli par l'âge et les innombrables batailles de sa vie, fut finalement détrôné par Zubri dans un affrontement qui fut plus une passation de pouvoir cérémoniel qu'un vrai combat. Le vieux babouin accepta sa défaite avec dignité, se retirant vers les marges de la troupe où il passa ses derniers jours à observer le monde qu'il avait si longtemps dominé. Il mourut paisiblement une nuit, entouré par quelques membres loyaux de sa troupe qui restèrent avec lui jusqu'à la fin. Sa mort marqua la fin d'une époque pour les babouins de la région, et Zubri, maintenant chef incontesté, dirigea la troupe avec un mélange de la force de sa jeunesse et de la sagesse qu'il avait apprise de son prédécesseur. Makena continua à chasser et à survivre, mais elle aussi sentait le poids des années s'accumuler. Ses réflexes étaient légèrement plus lents, ses articulations parfois douloureuses après les nuits froides, sa vue pas tout à fait aussi perçante qu'autrefois. Mais elle compensait ses déficits physiques par une expérience et une intelligence tactique inégalées. Elle savait exactement où trouver les proies même pendant les périodes les plus difficiles, comment économiser son énergie pendant les chasses, comment positionner les jeunes lionnes pour maximiser les chances de succès. Amara était maintenant pleinement adulte, une chasseuse magnifique qui avait elle-même donné naissance à une portée de lionceaux, perpétuant le cycle de la vie. Jabari restait près de sa mère, loyal jusqu'au bout, un compagnon constant dans ses dernières années. Un jour, plusieurs années après la bataille originale, Makena reçut une visite surprenante. Un jeune lion mâle, massif et impressionnant avec une crinière épaisse et sombre, apparut à la lisière de son territoire. Il s'approcha avec un mélange de confiance et de respect, et quand il fut assez proche, Makena reconnut les yeux ambrés familiers, la façon particulière dont il bougeait. C'était To, revenu après des années d'errance, maintenant pleinement adulte, un guerrier accompli qui avait survécu à tous les défis que la savane avait pu lui lancer. Les retrouvailles furent émotionnelles, Makena léchant le visage de son fils prodigue, reniflant son odeur transformée mais toujours reconnaissable sous les senteurs étrangères de territoires lointains. To portait de nombreuses cicatrices, témoignage des batailles qu'il avait menées et gagnées. Il était venu avec deux autres jeunes mâles, une coalition qu'il avait formée dans ses voyages, et ensemble ils cherchaient à établir un territoire permanent. Voir son fils devenu un leader fort et capable remplit Makena d'une fierté qu'aucun autre accomplissement ne pouvait égaler. C'était la validation ultime de sa vie, la preuve que malgré tous les dangers, malgré cette terrible journée où une armée de babouins avait failli détruire sa famille, elle avait réussi à élever un lionceau jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à ce qu'il devienne lui-même un prédateur dominant. To et sa coalition établirent leur territoire adjacent à celui de Makena, créant une dynastie familiale qui dominerait cette région de la savane pour les années à venir. Les lionceaux d'Amara grandiraient sous la protection combinée de leur mère, de leur grand-mère Makena et de leur oncle To, une structure familiale forte qui leur donnerait les meilleures chances de survie possibles dans cet environnement impitoyable. Les histoires de la bataille légendaire entre Makena et l'armée de Kobu seraient transmises de génération en génération, devenant presque mythiques dans leur répétition, chaque narrateur ajoutant peut-être quelques embellissements mais préservant l'essence de cette journée extraordinaire. La troupe de babouins sous Zubri prospéra aussi, apprenant des erreurs passées, développant de nouvelles stratégies de survie qui évitaient les confrontations directes inutiles avec les grands prédateurs. Ils devinrent plus habiles à identifier et à exploiter les opportunités alimentaires, plus efficaces dans leur coordination défensive, plus sages dans leur choix de bataille. L'héritage de Kobu vivait à travers eux, sa sagesse préservée dans les comportements et les stratégies qu'il avait enseignés. Les années continuèrent à passer, implacables comme toujours dans la nature. Makena vieillit gracieusement, devenant finalement trop faible pour participer activement aux chasses, mais restant une présence respectée, aimée au sein de son clan. Elle passait ses journées à l'ombre des acacias, regardant les nouvelles générations jouer et apprendre, voyant en eux l'écho de ses propres lionceaux d'il y a si longtemps. Parfois, dans ses rêves de lionnager, elle revivait cette bataille intense, sentant à nouveau l'adrénaline du combat, la terreur de voir ses petits en danger, le soulagement immense quand le danger s'était finalement éloigné. Ces souvenirs, plutôt que de la hanter, la remplissaient d'une satisfaction profonde. Elle avait fait face au défi ultime et elle avait prévalu. Une dernière fois, dans ses tout derniers jours, Makena fit le voyage jusqu'au bosquet d'acacias où tout avait commencé. Le site avait été revendiqué par la nature, les os depuis longtemps dispersés ou enterrés, les arbres brisés ayant repoussé ou été remplacés par de nouvelles croissances. Mais pour elle, l'endroit vibrait encore de l'énergie de ce jour lointain. Elle s'allongea sous l'ombre tachetée des branches, fermant ses yeux fatigués, laissant les souvenirs déferler sur elle comme les vagues d'un océan. Elle se souvenait de la peur dans les yeux de ses lionceaux, de la rage qu'il avait consumée, de chaque coup porté et reçu, du moment où les lions mâles étaient apparus comme des sauveurs inattendus. Elle se souvenait aussi du regard dans les yeux de Kobu lors de leur dernière rencontre, cette compréhension mutuelle qui transcendait les barrières de l'espèce et du conflit. Makena mourut paisiblement cette nuit-là, sous les mêmes étoiles qui avaient brillé lors de cette bataille mémorable. Son corps serait rapidement réclamé par les charognards, retournant aux éléments,
nourrissant d'autres créatures dans le cycle éternel de la vie et de la mort qui définissait la savane. Mais son héritage vivrait, non seulement à travers ses descendants nombreux qui porteraient ses gènes à travers les générations futures, mais aussi à travers l'histoire elle-même, transmise de bouche en bouche, de mère à lionceau, une légende de courage maternel et de survie contre toute attente. L'histoire de Makena et de Kobu, de la bataille entre une lionne désespérée et une armée de babouins organisés, transcendait sa simple narration factuelle pour devenir quelque chose de plus profond. C'était un rappel puissant que dans la nature, la survie n'est jamais garantie, que même les plus puissants peuvent être défiés, que l'amour maternel peut transformer une créature en une force quasiment invincible. C'était aussi une leçon sur le respect, sur la façon dont même les adversaires les plus acharnés peuvent reconnaître la valeur l'un de l'autre, sur comment la sagesse vient souvent de l'expérience partagée du conflit et de la survie. Pour To, devenu maintenant un patriarche respecté dans sa propre coalition, l'histoire de sa mère et de cette bataille était une source constante d'inspiration. Il la racontait à ses propres lionceaux, s'assurant qu'il comprenait les leçons qu'elle contenait. Que la survie nécessitait à la fois force et intelligence. Que la famille valait la peine de se battre pour elle, même contre des odds impossibles. Que les apparences pouvaient être trompeuses. Que même des créatures considérées comme inférieures dans la hiérarchie naturelle pouvaient représenter une menace mortelle si elles étaient sous-estimées. Que le respect, même pour ses ennemis, n'était pas une faiblesse mais une forme de sagesse. Les babouins, de leur côté, transmettaient aussi l'histoire, mais de leur perspective. Dans leur version, Kobu était un héros tragique, un chef qui avait pris une décision audacieuse pour protéger sa troupe, qui avait fait face à une adversité écrasante avec courage, et qui avait finalement choisi la sagesse de la retraite stratégique plutôt que l'annihilation inutile de son groupe. Les jeunes babouins apprenaient de cette histoire que même dans la défaite, il y avait des leçons précieuses à tirer, que reconnaître qu'en battre en retraite n'était pas de la lâcheté mais de l'intelligence, que les pertes subies dans un combat mal calculé pouvaient avoir des répercussions durables sur toute la communauté. Dans les années qui suivirent la mort de Makena, le territoire qu'elle avait si férocement défendu continua à être un carrefour d'histoire et de vie entrelacées. De nouveaux lions vinrent et repartirent, de nouvelles troupes de babouins établirent leur territoire et furent déplacées à leur tour, le cycle éternel de la nature se perpétuant sans interruption. Mais le bosquet d'acacia où la bataille avait eu lieu acquit une sorte de statut semi-sacré dans la mémoire collective des animaux de la région. C'était un lieu où quelque chose d'extraordinaire s'était produit, où les lois normales de la prédation et de la hiérarchie avaient été temporairement suspendues, où la détermination pure et l'amour maternel avaient défié des odds impossibles. Des générations plus tard, quand les descendants de To et d'Amara dominaient toujours cette région de la savane, et quand les descendants de la troupe de Kobu prospéraient dans leur propre territoire, l'histoire était toujours racontée. Les détails avaient peut-être changé avec le temps, embellis ou simplifiés selon le narrateur, mais l'essence restait la même. C'était l'histoire d'une mère qui avait refusé d'abandonner ses petits face à des odds impossibles, d'un chef babouin qui avait osé défier un prédateur apex avec stratégie et coordination, et de la leçon profonde que dans la nature, rien n'est jamais aussi simple qu'il n'y paraît. La vraie sagesse de cette histoire résidait peut-être dans sa complexité morale. Il n'y avait pas de méchant clair dans ce récit, pas de héros sans défaut. Makena était une prédatrice qui tuait régulièrement d'autres animaux pour nourrir sa famille, mais elle était aussi une mère dévouée prête à mourir pour ses petits. Kobu était un chef qui avait ordonné une attaque contre des lionceaux vulnérables, une action que beaucoup jugeraient moralement répréhensible selon les standards humains, mais il agissait selon la logique de sa propre survie et celle de sa troupe, suivant des instincts façonnés par des millions d'années d'évolution. Les babouins qui avaient participé à l'attaque n'étaient pas des monstres sans cœur, mais des individus agissant pour le bien de leur communauté, suivant les ordres de leur chef en qui ils avaient confiance. Cette absence de moralité simple, ce refus de la nature de se conformer à nos catégories humaines de bien et de mal, était peut-être la leçon la plus importante de toutes. La survie dans la savane n'était pas une question d'être bon ou mauvais, mais d'être adapté, intelligent, fort, chanceux et parfois simplement d'être au bon endroit au bon moment. Chaque créature faisait ce qu'elle devait faire pour survivre un jour de plus, pour donner à ses gènes une chance d'être transmis à la génération suivante, pour jouer son rôle dans la grande tapisserie interconnectée de la vie. Pour les observateurs humains qui avaient peut-être eu la chance rare de témoigner de moments de cette histoire, l'expérience avait dû être profondément transformative. Voir de ses propres yeux la détermination féroce d'une lionne défendant ses petits, la coordination impressionnante d'une troupe de babouins en action, le moment suspendu où tout aurait pu basculer dans un sens ou dans l'autre, tout cela offrait une perspective unique sur la nature de la vie elle-même. Ces moments rappelaient que malgré tous nos accomplissements technologiques et culturels, nous restons fondamentalement des créatures biologiques, soumises aux mêmes lois de survie et de reproduction qui gouvernent tous les êtres vivants. La bataille entre Makena et l'armée de babouins était aussi un rappel de la résilience extraordinaire de la vie. Malgré la violence du conflit, malgré les blessures terribles infligées de part et d'autre, malgré les morts qui en avaient résulté, la vie avait continué. Les blessés avaient guéri ou péri, les survivants avaient appris et s'étaient adaptés, de nouvelles générations étaient nées pour remplacer celles qui étaient tombées.
La savane elle-même, indifférente au drame individuel qui se jouait sur sa vaste étendue, continuait son cycle éternel de saisons, de sécheresse et de pluie, de vie et de mort. Dans les longues nuits étoilées qui suivirent la mort de Makena, quand les lions rugissaient pour marquer leur territoire et que les babouins criaient leur présence depuis les branches sécurisées de leurs arbres de repos, l'écho de cette bataille mémorable semblait résonner à travers la savane. C'était comme si la terre elle-même avait absorbé l'énergie de ce conflit et la restituait lentement, rappelant à toutes les créatures qui y vivaient que la survie n'était jamais acquise, que chaque jour était à la fois un défi et un miracle, que la ligne entre la vie et la mort était infiniment mince et pouvait être franchie à n'importe quel moment. Les scientifiques et les naturalistes qui étudiaient cette région de la savane notaient avec fascination les interactions complexes entre les différentes espèces. Ils documentaient comment l'événement de la bataille avait apparemment modifié les comportements à long terme, comment les lions de la lignée de Makena semblaient montrer une vigilance accrue face aux babouins, comment les babouins eux-mêmes avaient développé des stratégies d'évitement plus sophistiquées quand ils détectaient la présence de lions. Ces adaptations comportementales, transmises de génération en génération non pas génétiquement mais culturellement à travers l'apprentissage et l'imitation, témoignaient de l'intelligence remarquable de ces créatures et de leur capacité à apprendre de l'expérience collective de leur espèce. Un aspect particulièrement fascinant de l'héritage de cette bataille était la façon dont elle avait influencé la structure sociale des deux groupes. La coalition de Tau, informée par l'histoire de sa mère, maintenant des patrouilles particulièrement vigilantes autour de leur zone de mise-bas, s'assurant qu'aucun lionceau ne serait jamais laissé aussi vulnérable que Tau et ses frères l'avaient été ce jour fatidique. Ils avaient développé un système de rotation où au moins un adulte restait toujours à proximité des jeunes, même quand la majeure partie du groupe partait en chasse. Cette adaptation, née directement de l'expérience traumatique de la bataille, augmentait significativement les taux de survie des lionceaux dans cette région. De leur côté, les babouins descendants de la troupe de Kobu avaient développé une approche plus nuancée face aux grands félins. Plutôt que de les voir uniquement comme des menaces à éviter ou des ennemis à défier, ils avaient appris à lire avec plus de précision les comportements félins, à distinguer entre un lion simplement en transit à travers leur territoire et un lion activement en chasse, entre une lionne isolée et une coalition de mâles. Cette capacité d'évaluation plus fine leur permettait d'ajuster leurs réponses de manière appropriée, économisant ainsi l'énergie, évitant les confrontations inutiles tout en restant capables de se défendre efficacement quand c'était vraiment nécessaire. L'histoire servait aussi un but éducatif crucial pour les jeunes de chaque espèce. Les lionceaux apprenaient à travers le récit de la bataille que même leur mère, aussi puissante et protectrice soit-elle, ne pouvait pas toujours les sauver de tous les dangers. Ils devaient développer leur propre vigilance, leur propre capacité à évaluer les menaces et à réagir appropriément. Cette leçon précoce de responsabilité personnelle, tempérée par la sécurité du groupe familial, créait des individus plus compétents et conscients des dangers. Les jeunes babouins apprenaient que la force collective de leur troupe était à la fois leur plus grande protection et leur responsabilité. Chaque membre devait être prêt à contribuer à la défense commune, à suivre les signaux et les directives du chef sans hésitation, car dans les moments critiques, toute désunion pouvait être fatale. Avec le passage des décennies, le bosquet d'acacia ou la bataille avait eu lieu devint un lieu de rencontre neutre de facto entre lions et babouins. Ce n'était pas que les deux espèces avaient formé une alliance ou une amitié au sens humain de ces termes. Plutôt, ils avaient développé une sorte de respect mutuel wari, une reconnaissance que l'autre était un adversaire formidable qui méritait prudence et considération. Quand des lions et des babouins se trouvaient simultanément près du bosquet, ils maintenaient des distances respectueuses, s'observaient avec attention mais sans l'hostilité immédiate qui caractérisait souvent les rencontres entre prédateurs et proies potentielles. C'était comme si le site lui-même commandait un certain décorum, un rappel silencieux de ce qui pouvait arriver quand la situation escaladait en violence totale. Cette détente relative ne signifiait pas que les lions ne chassaient plus jamais de babouins, ou que les babouins n'attaquaient plus jamais de lionceaux isolés. Ces interactions faisaient partie du tissu normal de la vie dans la savane, des rôles écologiques que chaque espèce jouait dans le réseau complexe de relations prédateur-proie. Mais il y avait maintenant une différence subtile mais significative dans la façon dont ces interactions se déroulaient. Les lions qui chassaient des babouins le faisaient avec plus de prudence, plus conscients du danger potentiel que représentait une troupe organisée. Les babouins qui rencontraient des lionceaux vulnérables pesaient plus soigneusement les risques avant de décider d'attaquer, se souvenant à travers leur mémoire collective de ce qui s'était passé quand une lionne en rage était intervenue. L'un des aspects les plus remarquables de cette histoire était la façon dont elle illustrait l'importance de l'instinct maternel à travers les espèces. Bien que Makena soit une lionne et que ses motivations soient enracinées dans la biologie féline, n'importe quelle mère humaine pouvait s'identifier à son désespoir face aux dangers menaçant ses enfants, à sa volonté de risquer sa propre vie pour les protéger. Cette universalité de l'amour maternel, cette force primordiale qui transcende les espèces et même les règnes du vivant, était peut-être ce qui rendait l'histoire si puissante et si résonante pour tous ceux qui l'entendaient. C'était un rappel que sous toutes les différences superficielles, les créatures vivantes partageaient des motivations et des émotions fondamentalement similaires. De même, l'histoire de Kobu résonnait avec n'importe qui ayant jamais dû faire des choix difficiles pour le bien d'un groupe dont ils étaient responsables.
Les leaders humains, confrontés à des décisions qui pouvaient mettre en danger certains pour protéger le plus grand nombre, pouvaient reconnaître dans les dilemmes de Kobu quelque chose d'universellement compréhensible. La question de savoir si ces décisions étaient correctes ou non était moins importante que la reconnaissance qu'il agissait selon sa compréhension de ce qui était nécessaire pour la survie de ceux dont il avait la charge. Dans un monde d'ambiguïté morale, où les bonnes réponses étaient rarement évidentes, l'histoire de Kobu offrait un miroir dans lequel contempler nos propres difficultés à naviguer entre des obligations conflictuelles. À mesure que les années se transformaient en décennies, que les descendants de To et d'Amara se multipliaient et se dispersaient à travers la savane, que les descendants de la troupe de Kobu établissaient de nouveaux territoires et formaient de nouvelles troupes, l'histoire elle-même évoluait. De nouvelles couches s'ajoutaient au récit original. Des histoires satellites émergeaient, racontant les exploits des petits-enfants et arrière-petits-enfants de Makena, chacun accomplissant leurs propres actes de courage et de survie. Ces récits additionnels, bien que moins dramatiques que la bataille originale, enrichissaient la mythologie familiale, créant une saga multigénérationnelle qui documentait la continuité et la transformation de cette lignée à travers le temps. Certains des descendants de Makena développaient des caractéristiques qui semblaient écho des traits de leur ancêtre légendaire. Il y avait des lionnes particulièrement féroces dans la protection de leurs petits, des lions mâles avec une intelligence tactique inhabituelle, des individus qui semblaient porter en eux une étincelle de cette détermination indomptable qui avait caractérisé Makena. Bien sûr, une partie de cela était génétique, les traits favorables ayant été sélectionnés et transmis à travers les générations. Mais une partie était aussi culturelle. Les jeunes lions élevés dans une culture familiale qui valorisait le courage, la loyauté et la férocité protectrice, apprenant par l'exemple et l'enseignement direct à incarner ces valeurs. La dynamique similaire se manifestait chez les descendants de Kobu. Sa troupe, et les troupes qui en descendaient, étaient connus pour leur coordination exceptionnelle et leur discipline tactique. Les jeunes babouins de ces lignées apprenaient dès leur plus jeune âge l'importance de la cohésion du groupe, de suivre les signaux de leurs leaders, de subordonner leurs impulsions individuelles au bien collectif. Cette emphase sur la stratégie de groupe et la discipline créait des troupes particulièrement efficaces dans la défense et la compétition pour les ressources. Un jour, plusieurs décennies après la bataille originale, un événement extraordinaire se produisit qui semblait boucler la boucle de cette histoire épique. Une jeune lionne, arrière-petite-fille de Makena à travers Amara, se trouvait avec ses propres lionceaux près du bosquet d'acacia historique. Elle ne connaissait l'histoire de la bataille que de seconde ou troisième main, les détails s'étant estompés avec les générations, bien que l'essence du récit reste vivante. Soudainement, elle se trouva face à une troupe de babouins, descendants eux aussi de Kobu, qui émergeaient des herbes hautes. Le scénario semblait se répéter, l'histoire prête à tourner en boucle dans une répétition cyclique de violence. Mais ce qui se passa ensuite défila différemment des événements d'il y a tant d'années. La jeune lionne, plutôt que d'attendre passivement que les babouins approchent ou de les attaquer immédiatement, émit une série de grognements d'avertissement tout en positionnant stratégiquement son corps entre ses lionceaux et la troupe approchante. Le chef de la troupe de babouins, un descendant de Zubri qui avait hérité de la sagesse transmise depuis Kobu, évalua rapidement la situation. Il voyait une lionne alerte et préparée, des lionceaux à un âge où ils pouvaient déjà courir assez vite pour être difficiles à attraper, et surtout, il reconnaissait la configuration du terrain, le même bosquet où sa propre espèce avait subi des pertes significatives dans une bataille légendaire. Avec des signaux subtils compris seulement par sa troupe, le chef des babouins dirigea son groupe dans une direction différente, contournant largement la lionne et ses petits. Ce n'était pas de la peur, exactement, mais plutôt un calcul pragmatique des risques et des bénéfices. Pourquoi risquer des membres de sa troupe dans un combat incertain quand il y avait d'autres opportunités alimentaires disponibles? La jeune lionne regarda la troupe s'éloigner avec un mélange de soulagement et de vigilance continue, ne relâchant sa garde que lorsque les derniers babouins eurent disparu de vue. Ces lionceaux, inconscients de à quel point il était passé près du danger, continuèrent à jouer innocemment sous sa surveillance protectrice. Cet incident, bien que moins dramatique que la bataille originale, représentait peut-être une évolution plus significative. C'était la preuve que les leçons du passé pouvaient effectivement être transmises et appliquées, que l'expérience collective pouvait modifier les comportements futurs, que l'apprentissage était possible même pour des créatures agissant principalement sur instinct. Les deux espèces avaient appris à coexister avec un degré légèrement plus élevé de prudence mutuelle et de respect, réduisant la fréquence des confrontations directes tout en maintenant leurs rôles écologiques respectifs. Cette évolution comportementale avait des implications écologiques plus larges. Avec moins d'énergie dépensée en confrontation directe entre lions et babouins, les deux espèces pouvaient allouer plus de ressources à d'autres aspects de leur survie, croissance et reproduction. Les populations des deux espèces dans cette région restaient stables et saines, chacune jouant son rôle dans le réseau trophique complexe de la savane sans causer de déséquilibre majeur par une prédation ou une compétition excessive. Les écologistes qui étudiaient cette région notaient avec intérêt ces dynamiques évolutives. Ils documentaient comment un événement unique et dramatique pouvait avoir des répercussions s'étendant sur plusieurs décennies,
influençant les comportements de populations entières à travers la transmission culturelle d'informations. C'était un exemple fascinant de ce que les scientifiques appelaient l'évolution culturelle, distincte mais complémentaire à l'évolution génétique, où les comportements appris et transmis socialement pouvaient s'adapter et changer beaucoup plus rapidement que les caractéristiques codées dans l'ADN. L'histoire de Makena, Kobu et la bataille mémorable entre une lionne désespérée et une armée de babouins organisés était devenue bien plus qu'un simple récit de conflit et de survie. C'était devenu un cas d'étude dans la résilience, l'adaptation, l'intelligence collective et la capacité des créatures vivantes à apprendre de l'expérience. C'était devenu une légende qui inspirait non seulement les descendants directs des protagonistes originaux, mais aussi toutes les créatures de la savane qui entendaient l'histoire et en tiraient leurs propres leçons. C'était devenu, essentiellement, une partie de l'histoire culturelle collective de cette région de la savane africaine, transmise de génération en génération, adaptée et réinterprétée selon les besoins de chaque époque, mais toujours conservant son noyau essentiel de vérité sur la nature de la survie dans un monde impitoyable. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir sur la nature du courage, de l'amour maternel, de la survie et de la complexité morale de la vie dans la nature, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait aussi en tirer des leçons. Dans un monde où nous sommes souvent déconnectés des réalités brutes de la survie, où notre nourriture vient du supermarché plutôt que de la chasse, où nous sommes protégés par des structures sociales et des technologies qui nous isolent des dangers immédiats, ces histoires de la savane nous rappellent nos racines, notre place dans le réseau plus large de la vie sur Terre. Elles nous rappellent que nous sommes, fondamentalement, des créatures biologiques soumises aux mêmes lois de survie et de reproduction que tous les autres êtres vivants. Elle nous rappelle que l'amour, le courage, la loyauté et la détermination ne sont pas des inventions humaines uniques, mais des traits partagés à travers de nombreuses espèces, manifestés de différentes manières mais reconnaissables dans leur essence. Dites-moi dans les commentaires quelle partie de cette histoire vous a le plus marqué et pourquoi. Était-ce le courage de Makena face à des odds impossibles? La sagesse de Kobu dans sa décision finale de battre en retraite? La résilience des lionceaux qui ont survécu et prospéré malgré leur épreuve traumatique? Ou peut-être était-ce la reconnaissance finale du respect mutuel entre anciens adversaires? Votre engagement, vos réflexions et votre soutien en vous abonnant et en interagissant avec ce contenu aident à faire vivre ces récits extraordinaires de la nature, à les partager avec d'autres passionnés qui cherchent à comprendre et à apprécier la complexité et la beauté sauvage du monde naturel qui nous entoure. La savane continue son cycle éternel, indifférente aux histoires individuelles qui se jouent sur sa vaste étendue. Le soleil continue à se lever et à se coucher, les saisons continuent à alterner entre pluie et sécheresse, la vie et la mort continuent leur danse éternelle. Mais pour ceux qui ont vécu directement ou indirectement l'histoire de Makena et Kobu, pour ceux qui portent en eux l'écho de cette bataille mémorable, la savane n'est pas simplement un paysage indifférent. C'est un lieu chargé de signification, un théâtre où se jouent des drames d'une intensité et d'une importance qui rivalisent avec n'importe quelle création de l'imagination humaine. Dans les yeux des lions qui rugissent dans la nuit, dans les cris des babouins qui résonnent depuis les arbres au crépuscule, l'histoire vit encore, se répétant, s'adaptant, évoluant, mais toujours présente, toujours pertinente, toujours capable d'enseigner à ceux qui sont prêts à écouter les leçons profondes qu'elle contient sur la nature de l'existence elle-même.